13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h18, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Céline, l'écrivain essayiste Paul Melun et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour les amis, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce studio jusqu'à 14h évidemment. De quoi allons-nous débattre? Demander le programme, 800 milliards d'euros pour muscler sa défense. Que vaut le plan d'Ursula von der Leyen pour réarmer l'Europe? Gabriel Attal et d'autres parlementaires qui proposent de puiser dans les 250 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour financer les dépenses militaires européennes. Bonne ou mauvaise idée? Et puis Emmanuel Macron a encore désavoué Bruno Retailleau sur la renégociation des accords de 68 en pleine crise diplomatique avec Alger. Ça fait causer. Mais tout de suite, Donald Trump qui ferme le robinet, donc temporairement. Le président américain met en pause l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine après le clash vendredi avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. L'ultimatum pour accélérer le processus de paix. Écoutez Sébastien Chenu, député RN du Nord. Il a réagi justement à cette stratégie. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews. On sait comment fonctionne Donald Trump. Il y a à la fois toujours un peu de provocation. Il a aussi été élu sur un programme qu'il entend visiblement faire respecter, qui est celui de ne plus donner d'argent sur des fronts extérieurs et de négocier, d'obtenir une paix coûte que coûte entre l'Ukraine et la Russie. Et donc il met en application son discours. C'est assez classique. Il le fait avec le tempérament qu'on lui connaît, qui peut être assez malaisant. C'est vrai que les images qu'on a vues n'étaient pas les plus heureuses probablement, mais ce que Donald Trump dit tout simplement, c'est qu'il veut récupérer désormais son argent, qu'il veut la paix, et ça c'est pas nouveau. On fait parfois enfin de s'étonner. Donald Trump a toujours eu ce discours. Alors, je ne sais pas qui s'étonne, mais certains vous ont reproché, ou en tout cas ont reproché à Marine Le Pen d'avoir relativisé justement ce clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. La même Marine Le Pen qui, hier, à la tribune de l'Assemblée, salue l'héroïsme ukrainien face à l'invasion russe. Donc, question directe, Sébastien Chenu. Votre soutien à l'Ukraine, vous le qualifiez de réaliste? Constant, nous avons toujours soutenu. Oui, bien sûr, parce total, que moi j'entends, sans limite. Il y a toujours des limites, évidemment, mais j'entends que Zelensky veut des garanties avant de signer un quelconque accord. Et comment ne pas trouver qu'il a raison? Oui, bien sûr que Zelensky veut et doit obtenir des garanties, parce que quand il y a eu des cessez-le-feu ou quand il y a eu des pas en avant, souvent c'est Poutine qui a torpillé tout ça. Donc moi j'entends ce que le président ukrainien dit, j'entends et je salue le courage du peuple ukrainien qui cherche à se faire respecter. Évidemment, maintenant, ce que je déplore, c'est l'absence de l'Europe, finalement, dans ces négociations. Voilà, Sébastien Chenu ce matin sur Europe 1, Paul Melun, c'est l'escalade. Oui, et puis la stratégie de Donald Trump, elle est assez claire. C'est-à-dire que moi, je ne partage pas sa stratégie du tout, mais il a annoncé la couleur dès sa campagne. Il a dit, je mettrai fin à cette guerre et je ferai la paix avec Poutine très vite. Et bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Quitte à sacrifier l'intégrité territoriale de l'Ukraine, quitte à sacrifier sa souveraineté, quitte à pas se moquer de l'OTAN, parce qu'il n'a absolument consulté personne avant d'annoncer ça, même si ça a été annoncé sous couvert de l'anonymat au sein de la Maison-Blanche. Mais là, il faut bien voir que la discussion, elle est directement entre le Kremlin et la Maison-Blanche. Donald Trump ne s'embarrasse pas ni de l'OTAN, ni de l'UE, ni de ses partenaires avec des guillemets européens, ni des Nations Unies. Donald Trump, il est, à mon avis, avec Kremlin ses équipes en ligne directe avec eux. Il dit que c'est la meilleure contribution possible pour obtenir la paix en Ukraine. Poutine n'arrête pas de rigoler, paraît-il. Oui, mais Poutine, il lui arrive le meilleur qu'il pouvait lui arriver. Et quand il avait face à lui un Biden qui, même si on le disait diminué, etc., Biden qui traitait Poutine de boucher, je rappelle, quand il était en déplacement en Pologne. Enfin, je veux dire, Biden qui n'avait pas de mots assez durs pour qualifier l'adversaire russe, qui était dans une position extrêmement forte face à la Russie, qui surfinançait la guerre et la résistance ukrainienne. Désormais, il y a un changement total, qui avec contraint les Européens à revoir complètement leur copie. Jean-Claude Dacier de Donald Trump, il n'a pas apprécié le clash. J'ai du mal avec Trump, je vois bien pourquoi et comment on peut le soutenir, parce que c'est vrai qu'un gars qui donne un grand coup de pied dans la fourmilière, parfois ça peut être utile. Ça décolle un peu la pulpe du fond. C'est vrai qu'on était dans un monde
on connaissait les chemins, on connaissait les bornes. Et il y avait il y avait l'ex-Union soviétique, la Russie, qui vivotait tant bien que mal. Nous avions une États-Unis qui était quand même soutien avec l'OTAN, soutien de la difficile construction européenne. Bref, on savait à peu près où on allait. On s'était presque habitué à penser qu'il y aurait plus de guerre. À tort. Alors, peut-être à tort. Au jour d'aujourd'hui, on est quand même, qu'on le veuille ou non, je vais essayer de pas être vulgaire, dans une mouise assez profonde. Parce que, avec les sorties, soyons aimables, de Monsieur Trump, nous avons... Mais est-ce que ça peut accélérer, selon vous, le processus de paix? Parce que c'est l'objectif, quand même, de cette action. Je pense, comme Paul, en effet, que il le met dos au mur, l'un des objectifs de Trump était de sortir le plus vite possible de cette situation. Je ne succombe pas à ceux qui l'accusent d'être quasiment l'homme de Moscou. J'ai lu 1 ou 2 bouquins là-dessus pendant mes vacances, cher ami. C'est intéressant, mais en même temps... Il y a des rumeurs assez folles qui courent là-dessus. Oui, mais en même temps, il n'y a pas la preuve. Oui. Sur les liens qu'aurait entretenu jadis Donald Trump de avec Washington, de Jean Drey, je crois que c'est un journaliste à BBC, ne reconnaît qu'il n'y a pas de preuve absolue. Non, mais en coupant le robinet, clairement, il prive évidemment Zelensky d'armes, notamment d'armes sophistiquées, très utiles, en tout cas que Joe Biden avant lui avait livré. Donc c'est vrai que il fait ça, Donald Trump, avant même que l'on sache ce dont il retourne en termes de négociation de paix. C'est-à-dire que c'est quand même assez original comme approche de la diplomatie. Vous coupez les vivres à l'allié, donc vous le lâchez en race campagne face à son ennemi, et après vous dites on va pouvoir faire la paix. Mais qui fonctionne comme ça? D'habitude, quand il y a un accord de paix, on signe l'accord de paix, et après on dit maintenant que c'est signé, on arrête les dépenses militaires. Ça marche parce que Volodymyr Zelensky se dit prêt à revenir autour de la table pour discuter. Oui, déjà. Il veut bien discuter. Alors qu'il a été quand même... Zelensky, il est mort. Zelensky, il est mort. Puis c'est pas lui qui va faire la négociation. Je reconnais, à la décharge de M. Trump, je reconnais qu'il a eu une réaction un peu stupidement nerveuse et qu'il aurait dû avoir probablement plus de distance avec le discours qui lui était tenu. Il est tombé dans un guet-apens, mais c'est vrai qu'il n'a pas été Néanmoins, l'Ukraine se retrouve dans une situation absolument dramatique, impraticable. Elle ne va plus pouvoir surveiller notamment son ciel. C'est de là où viennent quand même l'essentiel des menaces. Donc ils sont quand même dans une situation extrêmement difficile. Et je pense que M. Zelensky va devoir à un moment ou à un autre tirer la leçon cette situation, mais ça suffit pas. Parce que après il va falloir faire accepter par Moscou, qui devrait le faire, de quasiment ne pas accepter de ne pas voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN, de voir le Donbass rester propriété de la Russie, voir la Crimée rester propriété de la Russie. C'est même quasiment terminé. Ça fait quand même beaucoup si on y ajoute, et j'ai fini, si on ajoute la situation en Europe, avec un président de la République française, M. Macron, qui s'efforce, et c'est son rôle, il a raison, d'essayer de coaguler autour de lui cette idée d'Europe fédérale. On en parlera dans quelques instants de l'Europe. Il a une réunion aujourd'hui, il en aura une autre quand? Dimanche ou samedi, je sais plus. Jeudi, la Commission européenne se réunit, mais on en parlera dans quelques instants. Bref, l'Europe, moi je veux bien, je serai le premier surpris et le premier à applaudir. Mais l'Europe, vous en parlez, mais Donald Trump en a parlé en disant, et puis... l'Europe peut peut-être aider l'Ukraine finalement. Vous êtes voisins, vous êtes tout à côté, à vous de vous en occuper, c'est pas à nous, Américains. Mais c'est très intéressant cette déclaration parce que ça illustre un changement total dans la doctrine américaine. Jusqu'à présent, et tous les spécialistes en géopolitique français le disent, nous avions les yeux rivés sur Washington parce que Washington était l'allié, le protecteur de l'Union européenne. C'est ce qu'on nous apprenait à Sciences Po, c'est ce qu'on apprend dans toutes les écoles de géopolitique. On nous dit, il y a cette alliance et aucun président ne l'a rompu depuis 80 ans. Voilà la vérité. Et on nous dit ça comme si c'était une vérité intangible et encore plus vrai depuis la chute du mur de Berlin. Sauf que, il y a un homme qui s'appelle Donald Trump, qui a été élu par le peuple américain sur une position complètement antagoniste de ses prédécesseurs, c'est-à-dire isolationnisme, retour d'une forme d'impérialisme américain sur son continent, avec le Canada, avec le Groenland, avec le canal de Panama, et les Européens, vous vous débrouillez. Et ça, c'est un électrochoc pour nous, Européens. Ça, c'est clair. Et si on ne le comprend pas, on est condamné à mourir. On va continuer à en parler. Je te fais un petit pari, un de plus. On me reproche d'en faire trop. Attendez, vous savez quoi, Jean-Claude? Ce pari, vous allez nous le dévoiler dans quelques instants. Juste après le journal permanent, on continue à parler de ce qui se joue en ce moment entre les États-Unis et l'Europe. À tout de suite.
Europe 1, il est 13h25. 13h, 14h. Europe 1, 13h. À la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et on continue à parler de ce qui se joue en Europe, mais aussi aux États-Unis. On en parlait il y a quelques instants avec vous, Paul Melun, Jean-Claude Dacier. Vous aviez un pari à faire, Jean-Claude Dacier, à propos de... Très modeste, allez-y. J'ai foi, moi, en l'OTAN et à son rôle, je dirais pas éternel. Qu'il soit accepté et normal que les pays européens mettent davantage la main au portefeuille pour hausser leur niveau de participation, avec en même temps évidemment une participation à la décision entre les États-Unis et les pays européens qui sera plus marquée, plus égalitaire, plus forte, ça me paraît une voie que les Américains n'abandonneront pas comme ça du jour au lendemain. Je ne crois pas non plus à une menace immédiate de la Russie, parce qu'ils ont eu quelques difficultés à conquérir l'Ukraine. C'est pas demain pour s'attaquer à l'ensemble des pays baltes ou aux pays scandinaves, ou encore moins aux pays du centre de l'Europe. Néanmoins, il faut être prudent. Je ne désavoue pas la volonté de mettre davantage d'argent dans les problèmes de défense. Merci au général de Gaulle. Grâce à lui, nous ne sommes pas complètement ridicules, mais au contraire, nous sommes en pointe de la situation. Heureusement, c'est bien. Il faut quand même réinvestir dans notre armée. Oui, sans doute. Alors, il faut. Mais enfin, on peut pas non plus se permettre de faire une armée de millions de personnes.